Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. J'ai de plus en plus des abonnés. Vous faites du bon travail. Distribuez des liens avec d'autres personnes, que ces personnes puissent être au même niveau de connaissance, parce que la connaissance est ce qui se partage le mieux. Et si vous partagez la connaissance, vous en recevrez en abondance. C'est une expérience que j'ai faite et ça m'a toujours marché. Le fait de partager les connaissances me permet d'en recevoir encore et encore. Car le fait même de donner est une ouverture que vous créez au niveau de votre réseau chakrique. Et cette ouverture oblige l'infiniment grand, la source de toutes choses, à vous fournir encore plus et encore. Parce que le fait que vous ouvrez la porte montre que vous êtes disposé à recevoir. Mais si vous recevez une connaissance et que vous vous asseyez là-dessus, vous ne partagez pas avec des personnes, eh bien, vous fermez votre porte intérieure et vous ne recevrez plus. Ce qui étonne les gens souvent lorsque on m'entend parler, on me voit agir, on se dit comment peut-il avoir, disons, ces formes de connaissances? On dirait que c'est déjà dans sa tête. En vérité, je vais vous le dire, il n'y a rien qui soit dans mon cerveau, il n'y a rien qui soit dans ma tête. Tout provient de la connexion intérieure. Et cette connexion s'amplifie au fur et à mesure que je partage les connaissances. Donc, ne pensez pas que je sois bête. Je sais exactement ce que je fais. J'applique la formule universelle. Plus on donne, plus on reçoit. Et je vous assure, ça marche agréablement. Et on ne reçoit que ce que l'on donne. Et comme je fournis de la connaissance, je vous assure, c'est avec bonheur que j'en reçois encore et encore, que ce soit au cours de mon voyage astral ou de mes voyages astraux, ou au cours de mes méditations. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point je suis enrichi à chaque instant de la connaissance du tout en tant que source de toutes choses à l'intérieur de moi et qui m'éveille continuellement, qui m'apprend et qui m'instruit. Je suis un très bon disciple et c'est ce qui fait de moi, certainement pour beaucoup de personnes qui ont confiance en moi, ce qui fait de moi un bon maître. C'est parce que je suis, vous ne pouvez pas imaginer, je suis véritablement, inlassablement un très bon disciple. Je me mets toujours dans la position de quelqu'un qui veut connaître encore et encore. Et donc le fait de donner est la preuve que j'ai envie de connaître. Le fait de ne pas donner signifie que vous croyez déjà en avoir suffisamment et si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Si vous estimez que ma chaîne peut aider beaucoup de personnes, alors partagez ça. Demandez à des personnes à l'étranger de s'abonner et vous verrez que vous le faites naturellement du bien. Et plus vous le faites, vous recevrez en retour. C'était juste des parenthèses. Nous allons entamer notre premier épisode sur les fonctions métaphysiques du vagin. C'est vrai, nous avions fait une vidéo sur la chose et cette vidéo, c'était une vidéo introductive. Mais aujourd'hui, nous rentrons en plein pied dans le sujet et nous aurons à étudier cette fonction métaphysique du vagin, comme on avait eu à le faire d'ailleurs pour le pénis. Les deux n'ont pas les mêmes fonctions, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les fonctions sont complémentaires. Et on ne peut pas trouver les fonctions péniennes, métaphysiques du pénis, et ne pas naturellement corrélationner ces fonctions directement avec les fonctions du vaginus. Ne soyez pas également choqués que nous parlons aussi facilement du pénis et du vagin. C'est parce que pour nous, métaphysiciens, le pénis et le vagin ne sont pas des organes de plaisir. Ça, c'est une fonction subsidiaire. Pour nous, le pénis et le vagin, ce sont des outils alchimiques de travail. Cela veut dire que la force forte de toute chose qui réside au Muladhara chakra, caché dans le chakra le plus souterrain, est une force qui part d'abord des dimensions sexuelles. Et donc cette force-là nous a doté des instruments ou des outils avec lesquels on peut travailler pour agir
d'accord, sur cette force et l'éveiller, la faire évoluer. Et donc, comprenez que quand nous parlons du pénis et du vagin avec autant de facilité, c'est parce que pour nous, ce ne sont pas des organes de plaisir, de jouissance et donc de honte, de gêne. De toute façon, je me demande comment ce qui est plaisant peut créer de la honte. J'ai jamais compris ça. Est-ce que le fait que je prenne plaisir avec ma dulcinée est quelque chose qui devait générer de la honte pour moi? Bon, je ne crois pas. À moins que j'ai un cerveau un peu dératé par des enseignements orthodoxes qui m'aient inculqué dans la tête que c'est l'instrument du péché. On balaie ça. Ce qui est important à garder à l'esprit et que nous allons faire, c'est de savoir que nous sommes possesseurs, nous sommes détenteurs des outils de notre propre divinisation. Oui, de notre propre libération spirituelle. Et ces outils-là, c'est le pénis et le vagin. Et nous en parlons métaphysiquement comme étant des outils de travail. Et on n'est pas gêné de parler lorsqu'on les considère comme des outils de travail. Et on sait précisément à quoi ces outils doivent servir. Et c'est l'élément le plus important. C'est comme les outils les plus fondamentaux de la franc-maçonnerie pour ceux qui sont maçons et qui connaissent bien sûr les deux outils de travail alchimique, à savoir l'équerre et le compas. Vous trouverez également les fonctions vaginales et péniennes en ces deux outils de travail. Il y a une fonction qui représente l'esprit, c'est le cercle, ou l'instrument capable de créer le ciel. Et il y a une fonction matérielle ou une fonction matricielle, c'est la fonction liée au vagin, la fonction capable de créer un 90 degrés. Et je vous assure, que ce soit dans les études antiques, que ce soit dans la métaphysique actuelle, dérivée donc de l'hermétisme antique, il est certain qu'un angle de 90 degrés est quelque chose de fondamentalement bénéfique. Oui, les gens disent négatif. Négatif parce que ça permet de matérialiser, mais néanmoins bénéfique pour la densification et l'équilibre dans un monde matériel. Et donc, sachez qu'on peut aller très loin avec ces deux outils de travail, à savoir le pénis et le vagin. Et tant que vous les considérez comme des outils de travail, en parler ne devrait pas du tout gêner. Je suis même étonné que vous ne créez pas des cercles de discussion sur le pénis et sur le vagin, mais que vous avez le temps de vous retrouver dans des buvettes et de parler les uns des autres, au lieu de parler des choses qui font fonctionner votre mécanique intérieure ou votre mécanique aussi bien biologique que métaphysique. Tout ce qui est biologique a une fonction métaphysique. C'est d'ailleurs parce que la fonction métaphysique préexistait à sa biologie que la biologie a découlé de façon principielle pour devenir un événement factuel. Nous avons donc déplayé le terrain, on parlera de vagin, on parlera de pénis, on parlera de la relation coïtale entre les deux et n'en déplaise à ceux qui ont déjà les esprits tordus et qui ne voient que de la perversion partout parce que les choses ne sont pas perverses, c'est votre esprit qui est perverti. Voir une femme nue, ce n'est pas de la perversion. Voir un homme nu, ce n'est pas de la perversion. C'est ce que vous, votre esprit vous dit. C'est là que se trouve le mot perversion. De toute façon, la perversion n'est qu'une version personnelle d'une chose. Donc, quand vous faites d'une chose une version personnelle qui dénature la fonction primaire de la chose, eh bien, vous êtes dans la perversion. C'est ça l'origine du mot perversion. Donc, vous êtes dans une version personnelle d'une chose qui a une fonction principielle et votre version personnelle est en contradiction avec sa fonction principielle. Vous êtes un homme perverti. Et on n'est pas perverti simplement en matière sexuelle. On peut être perverti en matière alimentaire. On peut être perverti en matière relationnelle. On peut être perverti en matière, disons, de n'importe quoi. Même en matière de vitesse, on peut être perverti. Donc, ne voyez pas le mot perversion comme étant lié forcément au pénis et au vagin. De toute façon, nous avons déjà expliqué suffisamment les choses. Advienne que pourra, nous n'avons rien à cirer des interprétations que les gens pourraient en faire. Nous avons tout l'univers devant nous et
les êtres existants qui viennent et qui meurent ne nous intéressent pas. Les gens qui écoutent les messages vont au-delà de l'apex humain, car au-delà de l'humain, il y a d'autres réalités qui écoutent les messages que je laisse. Je parle à des choses que vous ne pouvez imaginer. Donc, descendez de votre ego et arrêtez de penser que c'est à vous seulement qu'on parle. C'est plutôt un privilège pour vous, comme c'est un privilège pour moi. C'est un privilège pour nous de faire ensemble cette expérience. Go, on y va. La première fonction du vagin, c'est ce qu'on appelle la fonction matricielle. On l'appelle encore la fonction dite de l'accueil. Ok. Allons tout de suite dans qu'est-ce que la matrice? Une matrice est un champ de possibilités, de potentialités et de capacités. Ce qui veut dire que dans une matrice, on trouve des unités de conscience. Des unités de conscience distinctes les unes des autres, capables de créer ou de générer non seulement des forces, mais des réalités, des événements. On pourrait donc dire tout simplement que dans la fonction matricielle du vagin, le vagin ou l'utérus, d'ailleurs l'univers est un grand utérus, donc la fonction matricielle du vagin dit simplement que nous sommes tous à l'intérieur du vagin. D'ailleurs, tout provient, quand on parle de la race humaine bien sûr, nous provenons généralement tous du vagin. Même les êtres qui ne proviennent pas du vagin proviennent du vagin. Les êtres comme des êtres du passé, qu'on dit n'être pas nés du vagin ou apparus directement, eh bien, ces êtres-là proviennent quand même d'un vagin. C'est le vagin universel. Car le vagin humain physique n'est que le symbole d'un vagin métaphysique qui est donc le vagin universel, l'utérus de l'univers. Ça existe. Et on peut créer à partir de cet utérus-là, à travers ce que nous appelons l'alka-est, le sang menstruel universel, on peut sortir à travers l'alchimie des personnes, des individus incarnés, vivants, qui ne passent pas par l'expérience d'une forme humaine, charnelle, masculine et féminine, qui va donc vaginer, qui va être vaginée pour libérer un enfant. Vous commencez donc à comprendre que lorsque nous parlons donc du vagin féminin, nous ne parlons que du sexe. Nous ne parlons pas de l'organe sexuel, nous parlons du sexe, donc d'une énergie dont le principe est potentiellement préexistant à sa propre circulation énergétique. Et donc pour nous, le vagin est un principe métaphysique. Donc en tant que principe métaphysique, il est transcendant au vagin en tant qu'organe. Et donc on peut utiliser le principe métaphysique directement, on peut utiliser la loi vaginale directement, comme on peut utiliser le vagin physique directement. Les trois sont en mesure de créer un être tangible. Tout dépend du niveau de l'initié qui est en mesure d'accomplir ce miracle en griffe, même si ce n'est pas un miracle, puisque le miracle sous-entend quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas surnaturel. Parce que tout ce qui se produit dans l'englobant tout, et donc ce n'est pas extra-englobant tout. De toute façon, ce sont des lois que vous ignorez qui les produisent. Cela veut dire que ce n'est pas si miraculeux que ça. Il faut juste les connaître, les lois, et créer la réalité. Et donc, pour revenir donc à cette fonction matricielle, cela veut dire que le vagin est le vagin tel que vous le connaissez, en tant que principe, loi et fait. Le vagin est détenteur des possibilités illimitées. Donc, le vagin, dans sa fonction dite de l'accueil, peut accueillir tout. Et quand je dis tout, c'est lié à une espèce donnée, selon l'espèce, bien sûr. Donc, le vagin peut accueillir, disons, un liquide provenant d'un mécréant, un liquide provenant d'un croyant, un liquide séminal provenant d'un athée, ou provenant tout simplement d'un bandit, d'un criminel, ou même d'un saint homme. Le vagin est ouvert à toutes les possibilités en tant que fonction matricielle. D'ailleurs, le vagin est la matrice. C'est la matrice universelle au sein de laquelle chaque être vivant trouve son principe d'incarnation. Donc, que ce soit dans le vagin principe, que ce soit dans le vagin loi, que ce soit dans le vagin physique, nous sommes tous préexistants en tant qu'éléments, disons, distinctifs à l'intérieur de la matrice universelle que représente l'utérus universel ou le vagin
universel. Alors, ceci nous permet d'entrer directement dans ce qu'on appelle le cycle menstruel pour mieux comprendre. Nous allons utiliser la biologie humaine, mais néanmoins, étant donné que, de façon générale, un cycle menstruel dure, disons, 28 jours, même si ce n'est pas pareil pour tout le monde, nous allons couper le cycle menstruel, quelle que soit la durée, en 4 grandes périodes. Ces périodes-là sont des périodes symboliques, mais c'est le travail alchimique qui se fait au niveau de chaque période qui est importante. La première phase menstruelle, c'est ce qu'on appelle la phase menstruelle elle-même, c'est-à-dire la phase de la sorcière, ou tout simplement la phase du chaos des unités, ou si vous voulez, du chaos universel. Et donc, il se produit au niveau de la femme un écoulement du sang. Un écoulement du sang qui souvent est considéré néfaste ou négatif, ce qui n'est pas le cas. Vous n'avez pas encore trouvé, ni scientifiquement, ni, disons, spirituellement, les éléments, disons, constructifs de ce liquide ou de ce sang menstruel. C'est parce que vous ne savez pas, puisque vous ignorez même qu'il faut faire un rituel menstruel à une femme qui vient d'entrer dans sa 14e année, et donc qui commence à menstruer. Vous ignorez tout ça, donc vous ne comprenez pas ce que je veux dire quand je vais déjà vous dire que le sang menstruel est bon. C'est vrai que ça peut être malentendant pour beaucoup de personnes, mais je vous assure, le sang menstruel est bon. Parce que le sang menstruel est bon, il est conforme à un sang menstruel universel qu'on appelle le sang alcaès ou les eaux universelles. Et donc, le sang menstruel est ce qu'on appelle le noun, si vous voulez, de façon plus rapprochée, c'est le noun. Est-ce que vous savez que le noun contient en lui-même un ordre, ou noun contient en lui-même un ordre universel? Mais son ordre, l'ordre du chaos universel, ce n'est pas un ordre compatible à notre ordre humain ou à notre ordre universel. C'est un ordre imprédictible. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas savoir à l'avance ce qui se passe dans le chaos. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, on dit que c'est chaotique. Chaotique ne veut pas dire que c'est monstrueux ni c'est désastreux. Chaotique veut dire tout simplement que ça répond à une logique qui n'est pas notre logique. On peut rentrer, excusez-moi. Bien, je viens d'allumer la clim parce qu'il a commencé à faire chaud. Alors, il peut arriver que dans une maison où vit quelqu'un, bon, écoutez, la personne a une façon d'ordonner sa maison. Mais nous, quand on y vient, on dit que c'est un chaos. Oui, on dit que c'est un chaos parce que ce n'est pas un ordre qui est conforme à nous. Jusqu'à ce qu'on commence à le comprendre, eh bien, pour nous, c'est un chaos. Donc, il y a le nounou, c'est-à-dire ce qui n'a pas de sens. Vous voyez? C'est ça le chaos primordial. Donc, le cycle menstruel contenant donc le sang menstruel qui dure généralement symboliquement 7 jours, vous voyez donc la perfection tout simplement, le symbolisme de la perfection, eh bien, c'est une période chaotique parce que c'est en ce moment-là que la femme devient, disons, détentrice de toutes les entités, aussi bien que vous appelez bonnes ou mauvaises. Les entités démons ou angéliques pataugent dans le sang menstruel. Les unités de conscience universelles constituant la matrice universelle viennent trouver leur siège dans le sang menstruel. Dans un chaos, d'accord, dans un noun, si vous voulez, qui ne correspond pas du tout à la façon dont le monde, l'univers tel que nous le connaissons, est organisé. C'est la raison pour laquelle, dans les traditions africaines, généralement, on déconseille à une femme de se rapprocher, lorsqu'elle est dans ses menstrues, on déconseille à la femme de se rapprocher des lieux qui possèdent préalablement un équilibre qui leur est destiné, comme par exemple un temple, un lieu sacré. On interdisait à la femme de rentrer dans ce lieu sacré parce que les forces présentes répondaient déjà à un ordre et le chaos menstruel ou le chaos du sang menstruel que la femme vient introduire dans ce lieu pourrait donc désorganiser tout ce qui est là. Parce que son chaos
est un chaos opposé au chaos à l'ordre dans lequel nous sommes. Est-ce que vous voyez? De la même manière, dans les anciennes civilisations, lorsqu'une femme menstruait, on la menait dans la forêt. Parce que la forêt était encore le monde similaire au chaos, puisque les initiations se passaient dans la forêt. C'est dans la forêt qu'on envoyait le jeune garçon qui était déjà considéré homme à 14 ans pour aller rapporter un animal, pour prouver qu'il était maintenant un homme et qu'il faisait partie de la tribu. Parce qu'il va instaurer un ordre dans le chaos de la forêt et montrer qu'il a maîtrisé une partie de ce chaos-là. Donc, l'univers organisé n'est que le chaos maîtrisé par le logos. Vous voyez, le logos universel a maîtrisé le chaos dans une certaine perspective et l'a ordonné dans le champ d'action universel que nous lui connaissons. Et donc, on estime que la femme qui est en menstru ne peut pas entrer dans un lieu qui a déjà en griffe ses esprits qui ont organisé un milieu et donc il faut l'exclure de ce milieu. Mais en fait, le problème est que c'est une fausse conception en ce sens que si la femme avait subi ce que j'appelle, ou ce que j'appelais tantôt, le rituel du sang, du premier sang menstruel, eh bien, la femme peut rentrer dans n'importe quel milieu parce que son sang premier qui a coulé, on a fait donc un sacrifice. Et ce sacrifice a permis d'ordonner définitivement son sang menstruel et que ce sang n'apporte pas un désordre dans le monde soi-disant organisé. Mais toujours est-il que beaucoup de personnes ignorent le rituel du sang menstruel, un rituel qu'on peut faire à tout moment, même actuellement une femme qui a déjà menstrué depuis des années peut toujours faire ce rituel-là et organiser les entités qui sont dans son Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire dans le chaos de son sang menstruel. C'est pourquoi généralement, à cette période-là, la femme est appelée la grande sorcière ou la mère sorcière parce que, quelque part, elle porte des esprits que parfois elle maîtrise ou qu'elle ne maîtrise pas, et ces esprits peuvent créer un certain nombre de désordres, de décadence. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est déconseillé d'avoir des relations sexuelles au moment des cycles menstruels. Mais comme je vous l'ai enseigné, ce qui peut être interdit à une classe de personnes peut ne pas être interdit à une autre classe de personnes. Parce que dans certains rituels magiques, on vous conseillera même d'aller faire l'amour avec une femme dans son cycle menstruel si précédemment vous avez fait son rituel de cycle menstruel et que vous arrivez à unir le liquide blanc et le liquide rouge. Ça, c'est purement dans une forme de magie qui n'a rien à voir avec le monde ordinaire, qui doit savoir que le sang menstruel est en réalité un chaos qui ne correspond pas à l'ordre dans lequel nous vivons, à moins que la femme ait subi préalablement un rituel du sang menstruel. Autrement, elle introduit ces esprits-là dans un monde. Et si les esprits qu'elle porte sont généralement plus puissants que les esprits d'un milieu donné, eh bien, ça peut désorganiser le milieu. Mais tout cela est facilement réglable, ça n'a rien d'inquiétant, rien d'extraordinaire. C'est très important simplement à savoir. Donc, la première phase, dans les 4 phases que nous allons aborder, la première phase, c'est justement les menstrues de la femme qui constitue une période très importante. Parce que c'est la période de la présence des esprits, des possibilités, des potentialités, mais qui sont à la fois angéliques et démons et qui sont dans un ordre, dans un chaos ou ce qu'on appelle dans une forme de combat qui pourrait créer des énergies décadentes tout autour dans un milieu où il y a un ordre bien précis. Maintenant, on va vers la deuxième phase. Mais retenez que dans cette première phase du sang menstruel, c'est une phase très importante parce que si une femme ne menstrue pas, elle ne pourra pas faire des enfants. Donc, les menstrues sont le signe de la fertilité de la femme, sont le signe que la femme est fertile. Et donc, après cette phase-là, de sa matrice, qui est donc la phase du sang menstruel, on passe à la deuxième phase. C'est la phase de neutralisation. Voilà, c'est très important de connaître cette phase. C'est la phase de neutralisation. Cette phase de neutralisation est une phase vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que la neutralisation, le principe de neutralisation? Le principe de neutralisation consiste donc à enlever un dispositif, disons, déterminatif, si vous voulez, hein, on va le dire comme ça, un déterminatif énergétique à une force donnée. Ça veut dire que lorsque la force est plus, je lui enlève son plus.
Lorsque la force est moins, je lui enlève son moins. Donc, cette phase intermédiaire de 7 jours également, qu'on appelle la phase de neutralisation, est une phase au cours de laquelle les entités précédemment présentes dans le chaos menstruel, eh bien, la femme va donc, durant cette période-là, les neutraliser. La femme va leur enlever, n'est-ce pas, leur déterminatif énergétique, plus ou moins, et va les rendre complètement neutres. Du coup, durant cette seconde phase, on n'a ni ange ni démon. On n'a que des forces présentes. Parce que ces forces ont été maîtrisées dans le chaos et donc neutralisées dans la deuxième phase. C'est très important à garder parce que c'est tout un travail alchimique que la femme devrait faire. Apprendre donc à neutraliser les forces. C'est le pouvoir de la femme. C'est la femme qui arrive à neutraliser les forces. Si elle ne sait pas neutraliser les forces, elle ne peut pas transformer les forces. Donc, il faut qu'elle apprenne à neutraliser les forces. Et dans le chaos universel où il y a le combat chaotique des forces angéliques et démons, où les entités sont dans un ordre complètement chaotique, imprédictible, eh bien, ce qui va se passer après, c'est que la femme, ou la seconde phase même déjà, impose que ces entités-là soient complètement neutralisées et donc ne possèdent plus d'indicatifs, plus ou moins. Et retenez également que si une femme maîtrise le pouvoir des cycles menstruels, elle peut mieux organiser ses périodes de méditation et de prière. Parce que la femme ne peut pas faire les méditations de la même manière que l'homme. Par exemple, dans la phase du chaos où la femme recueille toutes les entités, qu'elles soient angéliques ou démons, elle peut faire une méditation précise qui consistera donc à inviter et à reconnaître la présence des forces et leur caractère unique, mais également derrière leur unicité, de chaque force, derrière l'unité de chaque force, reconnaître qu'il y a une unité dans ce chaos-là. Et donc, reconnaître cette unité-là. C'est ce type de méditation qu'elle doit faire. Mais quand elle passe à la période de neutralisation, elle doit faire une autre forme de méditation parce que cette période lui donne déjà la force de neutraliser toute entité négative ou toute entité positive. Donc, si entre-temps, elle suppose qu'il y avait des combats à faire, eh bien, elle prononce des incantations à l'endroit des choses qui sont dans sa vie, les choses qui ne vont pas ou les choses qui vont d'une certaine manière, et elle décide de les neutraliser et donc de les rendre complètement neutres. Neutraliser ne signifie pas nuire, non. Neutraliser, c'est juste enlever ce qui est plus, ce qui est moins, parce qu'on veut reconduire ces forces dans de nouvelles dispositions. Car si vous ne neutralisez pas les forces, vous ne pouvez pas maintenant leur indiquer ce que vous voulez que ces forces-là fassent pour vous. C'est ça l'élément important. C'est ce qui va nous conduire à la troisième phase. D'accord? À cette phase préparatoire ou à cette phase de neutralisation, nous arrivons maintenant à la phase de la semence. Cette phase de la semence nous indique que la semence que la femme reçoit n'est ni bonne ni mauvaise. Parce que la femme a déjà, au niveau de sa matrice, créé l'énergie de neutralisation capable de recevoir n'importe quelle semence et de rendre cette semence neutre. Et à partir de ce moment, de fournir à cette semence-là la capacité d'être ce que cette semence doit être selon ce que elle et son mari décident. Ce qui veut dire que vous pouvez changer le cours de la destinée d'une âme. Vous pouvez complètement changer la morphologie, la nature. Vous pouvez complètement décider, lorsque le germe est planté dans le vagin de la femme, dans l'utérus de la femme, vous pouvez, vous l'homme et la femme, vous pouvez décider ensemble de faire un travail spirituel pour créer l'entité supérieure de ce liquide séminal-là. Et cette entité supérieure va imposer la venue d'une âme d'une certaine stature. Ce qui veut dire qu'en réalité, la femme, à elle seule, a la possibilité, a le pouvoir de faire d'un germe ou d'une semence apparemment négative, une semence extraordinaire. Donc, sachez que votre mère a la capacité de faire de vous un enfant de l'impossible. Un enfant qui arrive à rendre tout ce qui est impossible possible. Il faut simplement qu'elle préprogramme cela dans le germe
au moment de cette période et qu'elle continue ce travail-là sur plusieurs mois afin d'agir ou de transformer, n'est-ce pas, disons, ce germe en ce qu'elle décide. Et donc, ce moment de la semence est très important. Cette période, elle est très importante parce qu'elle permet à la femme de savoir qu'elle est fertile et qu'elle va enfin produire. Elle n'est pas seulement fertile pour elle pour avoir des enfants, elle est également fertile pour la nature. Et elle comprend alors que le vagin universel est fertile. Nous sommes dans un univers fertile. C'est la phase au cours de laquelle la femme fait des méditations de bénédiction à son mari. Elle ne peut pas lui faire des méditations de bénédiction au moment de la phase de neutralisation. Elle peut le faire si elle décide de bénir son mari en neutralisant tout ce qui est négatif dans sa vie, en neutralisant les énergies. Elle peut le faire. Donc, elle peut bénir quelqu'un en tenant compte de la période bien précise où elle travaille. Et dans cette période-là, c'est qu'elle apporte, elle dit à son mari, je viens d'entrer dans la période de fertilité, eh bien, je peux te faire des bénédictions pour que, justement, toutes tes activités soient fertiles. Donc, elle ne pourra pas faire des méditations ou des prières, selon votre obédience, de bénédiction ou de fertilité à son mari pendant qu'elle est dans la période rouge. C'est pas logique. Donc, il faut que vous séquenciez les choses. Et après cette période-là, eh bien, c'est la période de la récolte. Voilà, c'est la période de la récolte. Bon, souvent les biologistes disent que c'est la période lutéale où justement on voit que la femme n'a pas été fécondée et donc du coup on voit l'apparition de quelque chose de jaune. Bon, okay, on comprend ça. On a fait la biologie, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la biométaphysique. Voilà, on peut combiner les mots. Et donc, il s'agit de comprendre à partir de là que la femme entre dans cette dernière période-là, dans la période de la récolte. Et à cette période-là également, elle peut apporter beaucoup, aussi bien à elle-même qu'à son environnement. Et donc, ces quatre fonctions-là structurent donc la fonction matricielle de la femme ou la fonction dite de l'accueil. Donc, la femme représente l'accueil. De toute façon, vous allez voir que dans la plupart des administrations, c'est spontanément qu'on met les femmes devant pour accueillir. Parce qu'elles ont un vagin qui prédétermine leur comportement et les oblige à savoir accueillir. C'est vrai, on peut avoir des hommes qui sachent accueillir, mais toujours est-il que l'histoire a prouvé que la femme est très accueillante parce que c'est dans son vagin. Oui, c'est dans son vagin, c'est dans son intimité, c'est dans sa génétique. Voilà. Il faut savoir mettre les choses à leur place. Et donc, dans cette période de récolte, eh bien, la femme peut également amener les choses qui sont arrivées à maturité à se produire concrètement. Et donc, nous sommes en train de cheminer vers la fin. Nous allons donc nous arrêter à ce niveau pour vous dire que voilà ce qu'on appelle la fonction matricielle ou la fonction dite de l'accueil du vagin. Sachez que le vagin, vous y êtes déjà. Ne condamnez pas le vagin, ne maudissez pas le vagin, ne dénigrez pas le vagin. Autrement, c'est vous que vous allez dénigrer. Ne sous-productivez pas le vagin. Ne permettez pas la souillure du vagin parce que c'est vous-même que vous allez souiller. Ne faites pas du vagin un élément de prostitution, sinon c'est vous-même qui êtes un enfant de la prostitution. Que les bénédictions soient, que le vagin soit, béni soit le vagin.